Il est 13h01, heure de l'Est. Je m'appelle Christian Noumi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis un associé à la recherche et à et l'évaluation au- et au Centre des compétences futures. Nous allons maintenant passer à notre webinaire, l'état des compétences. Donc, renforcer la résilience économique, développement des compétences au sein des collectivités autochtones et nordiques. Il s'agit pour nous de notre initiative de développement d'un écosystème de compétences résilientes. Je vais passer maintenant à la reconnaissance du territoire, puis l'ordre du jour, puis nous présenterons nos conférenciers, nos panélistes. Étant donné que le Centre des compétences futures est hôte de cet événement. Cette reconnaissance du territoire est précisément pour Toronto, mais je vous encourage à réfléchir et à reconnaître l'endroit précis où vous vous trouvez. Le Centre des compétences futures reconnaît que Toronto est situé sur des territoires autochtones traditionnels et actuels qui comprennent les Huron-Wendat, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Mississauga du New Credit. Les traités concernant ces territoires comprennent le pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, une entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwe et les nations alliées, visant à partager pacifiquement et à protéger les ressources autour des Grands Lacs, ainsi que les traités du Haut-Canada. Voici notre ordre du jour. Ce webinaire est à l'horaire pendant 1 heure environ. Et donc, d'abord, Anna Thompson du Conference Boards du Canada établira les bases et puis nous passerons à un panel modéré par la Dr. Tricia Williams, directrice recherche et évaluation des mobilisations des connaissances au CCF, puis Darian Kovacs et Xina Cohen seront nos panélistes. Et puis nous ferons donc une table ronde par la suite et la clôture. Ce webinaire est enregistré. Une copie de l'enregistrement sera mise à votre disposition dans les jours qui suivent. Nous vous encourageons à utiliser donc l'option de questions-réponses de Zoom et sur la barre d'outils. Et alors, vous trouverez donc l'interprétation disponible donc au bas de l'écran avec le globe terrestre. Vous pouvez certainement l'utiliser. Alors, avant de présenter notre panéliste et nos conférencières, je voudrais vous accueillir au groupe d'apprentissage par les pairs renforcer la résilience économique le 18 novembre. Il y aura une occasion donc de discuter les points d'intérêt, les défis, les intérêts, points d'intérêt donc, et ce sera donc une discussion ouverte et animée donc dans un espace partagé et sécuritaire le 18 novembre, donc à 11 heures, heure de l'Est. Bon, laissez-moi présenter nos panélistes et conférencières. Amanda Thompson est associée principale à la recherche Conférence Board du Canada et Amanda fera une présentation dans un instant. Puis, Tricia Williams, qui est directrice recherche et évaluation mobilisation des connaissances au CCF, sera la modératrice du panel qui suivra, bon, avec Zina Cohen, co-directrice entrepreneur, et Darian Kovacs, associé fondateur de Jelly Digital Marketing et PR Agency. Et maintenant, je cède la parole à Amanda Thompson qui passera à sa présentation. Merci. Merci, Christian. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Amanda Thompson. Je fais partie de l'équipe donc des communautés autochtones et nordiques au Conference Board du Canada. Donc, est-ce que peux partager mon écran? Oui, voilà. Tout le monde peut voir la présentation? Donc, je vais faire une présentation rapide sur du travail réalisé par le Conference Board du Canada. Donc, en regardant le marché du travail dans le Nord, et en mentionnant certains projets importants, donc au Yukon, au Nunavut et au nord de l'Ontario. Ce projet
a vraiment appelé à travailler ensemble de nombreux partenaires. Nous sommes reconnaissants, y compris des instituts postsecondaires, des organismes de formation, les communautés autochtones, ainsi que le gouvernement. Et l'objectif d'ensemble du projet, c'était de garder les occasions donc d'accumulation de richesses, d'emplois dans le Nord. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les détails du projet aujourd'hui, mais je vais donc revenir sur les objectifs du projet. D'abord, identifier les compétences en demande. Donc, on a misé sur l'expertise du Conference Board du Canada pour voir quelle industrie allait croître et quelles compétences dans ces régions seraient en demande entre 2024 et 2045. Puis, nous avons aussi mis l'accent sur donc la discussion avec les employeurs et l'analyse du marché du travail, les défis de recrutement et de rétention dans ces régions. Puis ensuite, donc nous voulions voir comment nous pouvions donc combler les lacunes en compétences suite à cela. Bon, on a donc commencé par identifier les compétences en demande. Nous avons, selon nos prévisions, vu que l'emploi donc devrait croître dans ces régions, 5 au nord de l'Ontario, 10 au Yukon et 18 au Nunavut sur les 20 prochaines années. Et il y aura une demande importante de compétences qui exigent une éducation postsecondaire. Donc, parmi les 50 emplois qui seront les plus en demande dans le Nord d'Ontario, 55 d'entre eux exigeront une formation postsecondaire. Au Yukon, 63 en Nunavut, 62 Donc, et quelles occupations seront en demande? Il y a beaucoup de chevauchements entre les trois régions. Notre occupation importante, la plus importante, santé. Donc, principalement les occupations infirmières, ensuite les services sociaux, compétences en éducation, et ça, c'est partout également, des enseignants à tous les niveaux, donc les éducatrices à la petite enfance, les adjointes à l'éducation, etc. Et dans le domaine commercial aussi, les métiers partout dans le Nord. Voilà les compétences clés qui seront en demande dans ces trois régions. Mais nous avons aussi parlé à beaucoup d'employeurs du Nord de ces trois régions qui ont souligné certaines autres compétences qui seront importantes. Numérique, évidemment, toujours gros. Le leadership, donc l'administration, très important. Donc, il faut pouvoir faire croître aussi leurs propres dirigeants, leurs propres gestionnaires dans les entreprises. Donc, il faut ces compétences. Il faut donc pas seulement la gestion de la performance, mais la santé mentale, le bien-être des employés, y compris les compétences en gestion inclusive parce qu'il y a un grand nombre de populations autochtones diverses dans ces régions, ainsi que de nouveaux Canadiens qui s'installent dans ces régions également, avec leurs compétences. Le savoir-faire est également très en demande. La compétence culturelle, par exemple, on en parle beaucoup. Les services donc et l'environnement de travail doivent être culturellement sûrs et compréhensifs. Puis, il y a aussi les compétences en affaires, donc en administration et en finance pour les petits entrepreneurs, permettant de diversifier l'économie, particulièrement si l'économie dépend de deux grands domaines, donc la planification de la relève également et le commerce électronique, le marketing. Ensuite, prochaine section, c'est la compréhension des difficultés de recrutement et de rétention dans ces régions. Ça vient de l'analyse des données disponibles publiquement, des données des employeurs également, ainsi que nos conversations avec les employeurs. Et donc, de manière constante dans les régions, on a constaté qu'il y avait une demande élevée pour la main-d'œuvre. Au nord de l'Ontario, le Nunavut et Yukon ont parmi les taux de postes vacants les plus élevés au pays et cela donc amène à une concurrence parmi tous les secteurs concernant donc la main-d'œuvre. Donc, les secteurs privés concurrencent souvent avec les secteurs publics pour les compétences et
choses étant ce qu'elles sont, il est donc du point de vue des salaires et des avantages sociaux, il est parfois difficile de recruter. Il y a des gens qui viennent travailler dans tous les secteurs. Cependant, les gens en construction et en développement des ressources sont vraiment, vraiment demandés dans ces régions. Alors, quels sont les défis? Donc, il y a des populations vieillissantes. Le Nunavut est l'exception ici, mais dans les trois régions, on voit une participation en déclin, donc de la population active, que ce soit dû au vieillissement ou certains des obstacles que certaines personnes peuvent ressentir pour avoir, par exemple, la formation nécessaire. L'accès à l'éducation postsecondaire, c'est également un obstacle. Il y a moins d'établissements d'enseignement. Plus petits, des organismes de formation tentent de combler les écarts, mais ont moins de capacité pour offrir de programmes nécessaires qui contribuent à la migration vers le sud, particulièrement chez les jeunes qui quittent pour donc suivre des formations postsecondaires et qui ils ne reviennent souvent pas. Les crises du logement partout au pays, mais ça touche le Nord particulièrement, ça empêche les employeurs d'at- d'attirer des gens qui ont des compétences nécessaires dans leur région. Et puis, on voit des disparités constantes donc en éducation et en emploi entre les populations autochtones et non autochtones de ces régions. Je dirais qu'il y a des améliorations, mais les disparités continuent d'exister. Et la plus grande disparité, c'est au niveau de l'éducation universitaire, ce qui revient aux prévisions et aux besoins d'enseignement postsecondaire dans ces régions. Les communautés autochtones ont aussi donc des défis relativement au financement inexistant ou peu existant pour les communautés autochtones et ils doivent aussi traiter des questions de santé mentale, de dépendance. Et pour terminer, j'aimerais donc passer aux recommandations visant à donc combler les lacunes concernant ces compétences. Et certaines des recommandations en parlant des employeurs, de l'industrie, des gouvernements, c'est la nécessité d'accroître la collaboration entre l'industrie et les institutions d'éducation, les établissements. Il faut aligner les programmes avec les besoins du marché du travail afin de faire de la planification stratégique selon ce que l'on voit en demande dans les régions. Ensuite, élargir les pipelines, les voies d'éducation postsecondaire dans les régions du Nord et rurales. Bon, par exemple, pour les docteurs, au nord de l'Ontario, la stratégie a été efficace déjà, mais il faut accroître le nombre de places disponibles pour ces professions hautement formées. Donc, pour les étudiants du Nord, parce que plusieurs vont revenir, pas tous, mais plusieurs reviendront. Et puis, il faut accroître la formation donc intégrée au travail dans les établissements secondaires. Il faut voir donc ce que un parcours professionnel pourrait vouloir dire, donc avant que les jeunes prennent des décisions finales concernant leur éducation. Il faut donc avoir donc un travail entre les employeurs, les institutions d'éducation, les gouvernements à cette fin. Et puis, il faut changer la formation des compétences des projets à court terme à des modèles donc axés sur des investissements à long terme. Souvent, les organismes qui travaillent sont plus donc modestes. Alors, donner un financement sur plusieurs années permettrait cela pour élargir les programmes offerts en formation et la formation progressive, donc afin de pouvoir donc réduire la charge administrative pour les plus petits organismes de formation. Et le dernier point, quant aux recommandations permettant d'appuyer une une main-d'œuvre résiliente dans le Nord, c'est l'investissement dans le développement, donc dans la main-d'œuvre autochtone, de manière stratégique, former des partenariats donc entre les communautés autochtones, les établissements postsecondaires, les formations, les organismes de formation et le gouvernement pour élargir l'accès à la formation. Il y a eu déjà
grand succès concernant les programmes mobiles et communautaires de formation pour ces communautés éloignées. Le coût est plus important là-bas, mais le résultat est également plus important et il faut donc comprendre cela, que cette formation qui est basée dans la communauté et qui est axée sur la communauté, est davantage utile dans ces communautés. Puis, il faut mettre l'accent non seulement sur les compétences, mais aussi investir dans des soutiens d'ensemble pour les apprenants, ce qui coûte davantage encore une fois, mais qui donne de meilleurs résultats. Par exemple, les équipes de réussite étudiante avec du counseling, des appuis pour les apprenants qui doivent voyager pour le travail, donc des frais de scolarité subventionnés. Donc, et une autre chose, c'est que beaucoup d'organismes de formation dans ces régions, c'est d'investir, ils font déjà, c'est d'investir en perfectionnement professionnel. Donc, promouvoir les parcours de carrière pour comprendre ce qu'on peut faire avec les compétences qu'on acquiert. Donc, réseautage accru, donc développement et donc euh, mise au point du CV et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus et je serais heureuse d'accueillir vos questions à la fin et puis aussi de vous diriger vers, si ça vous intéresse, voici mon adresse courriel et si ça vous intéresse, contactez-moi. Merci beaucoup, Amanda. Bon, notre équipe sera heureuse de vos nouvelles. Je suis tellement ravie d'accueillir des gens qui viennent nous parler, qui s'y connaissent, qui sont les spécialistes de la question, donc de la main-d'œuvre et les compétences résilientes dans le Nord. Et bon, je veux remercier nos deux panélistes qui vont nous en parler. Et ce sont des gens qui sont des leaders autochtones vraiment inspirants, ces deux-là. Alors, je veux accueillir Darian Kovac, qui est partenaire fondateur Jelly Digital Marketing et PR, donc agence de relations publiques et de marketing. Et voilà, le voici. Et Darian a énormément d'expérience pour élever les voix et l'expérience autochtone grâce à ce marketing néonumérique et ce développement des communautés. Et puis, il y a aussi Zina Cohen qui se joint à nous. Elle est co-directrice entrepreneur et c'est un organisme habilitant, donc pour les entreprises autochtones et qui donc vise à intégrer les valeurs et culturelles et communautaires. Alors, merci beaucoup. Je vous accueille tous les deux à cette conversation. Et vous savez ici que pour le CCF, nous avons des discussions souvent sur le Nord, donc le développement du Nord et autochtone. Et c'est avec vous qu'on veut parler et nous sommes ravis de vous avoir à la table. Et je pensais à quel point nous étions ravis d'avoir cette conversation avec vous parce que vous avez tous les deux donc cette question de euh, fonctionnalité, aussi de réalité et de prochaines étapes à prendre, de recommandations pour donc nous enligner donc vers une direction précise. Et parfois, c'est difficile d'y arriver. Alors, je n'aurais pu imaginer de meilleures personnes à qui m'adresser pour cette conversation. Bon, voulez-vous, Dina, nous parler un peu d'entrepreneurs et de nous parler donc, de nous faire vos commentaires de présentation. On a parlé de résilience économique, résilience dans le Nord et ainsi de suite. Voulez-vous nous en parler davantage? Merci, Trisha. Voyons combien de personnes se trouvent ici. 188 personnes pratiquement. Alors, merci. C'est génial d'être avec vous toutes, vous tous. Je m'appelle Zina. Moi, je suis irlandaise et Mohawk. Barbara Montour était ma grand-maman des Six Nations, bien, une femme bien connue. Mais maintenant, j'ai le privilège de vivre sur Kwalundon, donc à Whitehorse, au Yukon. Et je pense que le nord du Canada, c'est la région la plus belle du monde. Et c'est là où nous travaillons, entrepreneurs. Pour ceux qui ne connaissent pas nos projets, laissez-moi vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait.
Ça fait 7 ans et demi qu'on y travaille et depuis le début, notre croyance a été que les entrepreneurs du Nord, les autochtones du Nord peuvent être des catalyseurs de prospérité et de changement, de développement de leur communauté et que le développement justement d'entreprises durables peuvent permettre de briser la pauvreté, de renforcer les manières de vivre du Nord. Nous voyons donc les entrepreneurs comme étant des éléments de changement qui apportent de la valeur à leur communauté, qui embauchent localement donc et qui développent des produits et des services qui répondent véritablement aux besoins locaux des gens du Nord. Et et si vous avez passé un peu de temps dans le Nord, vous savez que les choses sont faites différemment ici. Nous bougeons à différents rythmes, il y a différents défis, différentes occasions. Et je crois que les entrepreneurs autochtones en particulier font face à des obstacles signifiants pour faire croître des entreprises. Et une partie de l'enjeu qu'on a déjà évoqué, c'est que les gens qui vivent dans des communautés éloignées ont des défis d'accès à l'infrastructure, au logement abordable, au coût d'expédition. Et ils doivent aussi vivre avec des offres éducatives limitées et donc un accès au capital également limité. Et c'est pourquoi Entrepreneur a été formé. Nous avons reconnu que ce qui était véritablement nécessaire dans le Nord, c'était des éducations en affaires culturellement pertinents et des appuis d'ensemble qui permettent aux entrepreneurs de lancer et de mettre à l'échelle leurs entreprises sans laisser leur communauté de devoir aller dans le sud. Au cours des années, nous avons donc fait croître notre suite d'offres par les 4 directions du changement, un cadre d'impact. Donc, en étudiant les impacts des politiques publiques sur les entrepreneurs autochtones, le pouvoir du compte et de l'amplification des voix des entrepreneurs autochtones permettant de faire croître la communauté. Darian le fait professionnellement, il va vous en parler. Nous offrons beaucoup de programmes également pour les débutants, les jeunes pousses euh, autochtones et nous bâtissons aussi la technologie dans le Nord. Il y a une appli qu'on appelle l'appli E-Nord que nous développons avec le CCF qui permet aux entrepreneurs de développer leurs entreprises de chez eux et aussi en dernier et non le moindre, l'accès au capital. Nous savons que dans le passé, les entrepreneurs autochtones ont eu des défis à accéder à des prêts traditionnels par les banques. Les banques n'ont pas été très amicales envers les personnes autochtones. Alors, Entrepreneur lance un fonds de 10 millions de dollars que nous appelons le fonds d'impact Sinew. Sinew, c'est les nerfs, c'est un matériel traditionnel, le nerf, qui vient de l'animal. C'est une fibre qui vient des animaux, des mammifères, que les artistes, les euh, chasseurs, donc utilisent comme de la corde pour mettre les choses ensemble. C'est donc une façon d'exprimer ce capital relationnel non extractif que l'on peut mettre entre les mains des entrepreneurs du Nord. Et là-dessus, je cède la parole à Darian. Alors, formidable. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir, Tina. Darian, Darian, vous la parole. Vous faites tant de choses pour les entrepreneurs. Je ne sais pas où vous voulez commencer, Darian. Parlez-nous de la vision que vous avez concernant le numérique là, et le compte et où vous voyez votre rôle dans le marketing et la relation publique. Oui, alors, j'appris, j'apprends en ce moment la langue métite avec mes enfants et nous apprenons cette langue. Moi, je suis métisse de la Rivière-Rouge. Mon nom de famille, c'est Bird, Brown et Bruce, mais j'habite ici maintenant, à Fort Langley. Et j'ai eu cette occasion vraiment formidable de travailler dans le marketing.
Je fais du marketing professionnel pour des compagnies, toutes sortes de compagnies, mais ce que je voyais autour de moi, c'est que l'industrie était très homogène et très limitée quant à qui y entrait, qui était représenté. Et puis, il est arrivé à un point où les gens m'ont contacté pour avoir des représentations autochtones. Donc, dans divers euh, donc, endroits, dans divers univers. Mais bon, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, par exemple, se retrouve dans un bureau comme Zina et moi, et qu'on pourrait se dire, ah, on va faire cette campagne, ça va être dans le Nord, on aime vos réflexions. Oui, j'aime travailler avec toi parce on est comme des pairs. Mais lorsqu'on a étudié la question sur le terrain, on a on voulait que cette formation soit accessible. On a commencé à travailler avec CCIB, donc les propriétaires d'entreprises autochtones euh, et les communautés afin que les chefs de file puissent vraiment miser sur ce qu'ils font, leur histoire, et qu'ils puissent raconter leur réalité. Nous sommes dans une période très distrayante en ce moment où les gens commencent à connaître l'IA et c'est un objet brillant et attrayant, mais il y a des gens qui sont laissés de côté, qui n'ont pas encore réussi, par exemple, à savoir comment établir leur site web. Et moi, ce que je veux, c'est les aider à l'accessibilité, à la magie économique, donc aussi que cela représente. Il y a Marie Sinclair a dit, donc c'est l'éducation qui nous a mis dans cette difficulté, et c'est l'éducation qui nous en sortira. Alors, il faut voir ce qui s'est produit, mais comment peut-on changer les choses par l'éducation, par le développement de compétences, par des occasions permettant à tout le monde d'apprendre, par exemple, à bâtir un site web, de lancer une entreprise, de faire croître, d'amplifier leur voix, leur histoire, et aussi d'obtenir des attestations, des titres de compétences pour obtenir des emplois sur le marché. Et ce qui est bien pendant le post-COVID, c'est que ce travail dans les communautés autochtones permet de rester dans les communautés. Donc, avoir donc des entreprises Vancouver, Montréal, Toronto, mais tout en restant chez soi. Ça, c'est formidable. Et nous avons entendu Amanda parler donc de la demande en matière de compétences et de gens donc dans le Nord. Et oui, il est vrai que les personnes autochtones, les communautés autochtones, donc devraient être au centre de cela et puissent en profiter. Je me pose la question, Dina, est-ce que on peut parler un peu plus parce que j'ai été frappée par ce que vous nous avez dit. J'ai été frappée par votre reconnaissance du fait que il ne s'agit pas seulement des compétences. Il y a des obstacles systémiques, par exemple, comme le manque de capital. Qu'est-ce qui a mené entrepreneur à identifier cela et comment voyez-vous l'écosystème et où nous devons appuyer les entrepreneurs et les communautés autochtones? Je sais il y a beaucoup je sais qu'en ce moment-là, on met de l'avant les projets structurels, mais comment est-ce qu'on veille à ce que ce soit une véritable occasion pour les communautés autochtones et pas simplement quelque chose que l'on dit, quelque chose de symbolique? C'est tellement intéressant en ce moment, lorsqu'on vit dans le Nord. L'Arctique est vraiment très à la mode. Les gens recherchent des occasions pour venir ici. Et c'est crucial maintenant de penser à comment les communautés autochtones peuvent non seulement être à la table, mais être centraux dans les décisions prises quant à l'approvisionnement, de quoi ça a l'air et comment les occasions peuvent se diriger vers les communautés. Le capital, l'accès au capital, entrepreneur en parle depuis le premier jour. Et ça nous a pris des années à voir quel était le bon modèle de développement de fonds d'impact. Mais nous savions dès le départ qu'on peut travailler avec quelqu'un pour développer les compétences,
donc les connaissances jusqu'à la fin du monde. Mais s'il n'y a pas donc ces résultats, donc à la fin, ce sera très difficile pour un entrepreneur de passer cette première, cette deuxième année. Alors, après plusieurs essais, nous avons compris qu'il fallait développer un fonds euh, prenait racine dans le Nord et qui répondait directement aux besoins des entrepreneurs du Nord. Donc, nous avons une super équipe à la tête de ce travail et je crois que l'autre élément qu'il nous fallait reconnaître, c'est le traumatisme que plusieurs personnes autochtones euh, associent à l'argent. Alors, c'est pas simplement de dire voici un investissement, maintenant tu vas réussir. Il faut qu'il y ait des soins relationnels et d'autres soutiens qui sont connexes à cet investissement afin de permettre aux gens de trouver ce sens véritable d'habilitation, c'est-à-dire que je me sens bien à ce propos et avec ce que je vis. Et tout le monde en entrepreneur mm, utilise cette optique euh, donc, d'ensemble, cette optique holistique. Et c'est ce qu'il faut pour que les entrepreneurs du Nord réussissent véritablement. Et il ne s'agit pas simplement du développement des affaires, mais du bien-être des entrepreneurs. Si ça va pas, il est difficile pour l'entreprise de bien se développer. Et donc, c'est pourquoi on a réuni tout le monde en août passé à Yellowknife, parce que ça peut être très isolant d'être le seul entrepreneur dans une communauté éloignée de 300 personnes. Il fallait donc veiller à ce que ces réseaux personnels soient solides. Et ça, c'est une clé. Darian, je vous ai vu hocher la tête. Oui, j'adore ça, vraiment. Et le modèle, donc, de Zina qui apporte le meilleur des deux mondes, de tous les mondes. Et c'est vraiment formidable. Nous pouvons offrir les occasions, offrir les compétences, accès à cette information, mais j'adore ce qu'Entrepreneur fait parce qu'ils vont au prochain niveau avec ça. Donc, et nous pouvons ouvrir les portes et faire croître l'entreprise, bien sûr, mais il y a le plafond de verre qui demeure. Est-ce que, Darian, vous voulez nous parler un tout petit peu du travail que vous faites avec la formation en éducation, l'éducation et les compétences, donc, euh, et il y a des ressources disponibles mais il y a un autre niveau de soutien que vous voulez apporter. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qu'est ICED, quels sont les besoins là et quelle est votre vision concernant cet effort systémique? Oui, l'idée de l'isolement. Nous avons bâti ce cours. On a commencé à l'offrir à différents personne. Moi, je suis dans une communauté où nous avons notre propre option innovation, sciences et développement économique, ISDE. Bon, il y avait pas de formation il y a 10 ans, peu de formation dans ce domaine et j'ai commencé à travailler avec ces différents bureaux de formation et de développement des compétences autochtones. C'est sous EDSC et c'est ICED, l'acronyme. Donc, Innovation et Sciences et Développement économique. Mais il y a 19 de ces bureaux dans le nord du Canada. Et on a travaillé avec ces gens afin qu'ils deviennent des meilleurs, de plus robustes entrepreneurs ou de permettre de former les gens afin qu'ils puissent faire un revenu. 50 000 apprenants sont appuyés par ce programme, 50 000 par année. Mais comme c'est divisé entre les 119 bureaux de ISDE, bon, on sait Inspire, on connaît Inspire qui appuie donc, c'est un grand nombre d'étudiants chaque année également, mais ça, c'est parmi 119 bureaux. Et l'un des enjeux, c'est que tout le monde travaille en isolation. Même, bon, il y a les Premières Nations, les Métis, les Inuits, les Urbains, qui ne travaillent pas ensemble, même parmi donc les Premières Nations. Donc, et c'est pourquoi nous voulions partir, faire une fête à Ottawa. Et donc, 60 d'entre eux sont venus la première année et ça a fonctionné.
et on a commencé à partager les pratiques sages qu'on appelle. Et c'est tellement cool parce que ce développement de ressources à Thunder Bay qui donc mettait l'accent sur les étudiants, les apprenants autochtones sur le spectre. Et puis à Edmonton, ils ont fait des liens avec quelqu'un qui essayait de faire quelque chose aussi. Et ils ont commencé à mettre ces morceaux du casse-tête ensemble pour créer ce résultat incroyable parce qu'en isolement, donc ça, c'est difficile de réunir les morceaux. Et on l'a fait encore l'an passé et encore. J'ai appelé Noah, qui est CCF, et sans hésitation, il est venu. Il a dit, voici ce qu'on fait. On veut travailler avec vous. Et les gens étaient plus choqués parce qu'ils n'étaient pas juste là comme le, le gars symbolique blanc qu'on avait invité. Il a dit, non, non, je veux travailler, je veux vous en avec vous, je veux vous écouter. Et il nous a dit, de quoi avez-vous besoin? Et on s'est rendu compte qu'il y avait trois enjeux importants. D'abord, comment est-ce qu'on continue à se rencontrer nationalement pour qu'on puisse partager ces pratiques sages. Et puis, et quelles sont les ressources, donc les systèmes de soutien, de frais d'éducation, de subventions, etc. Alors, comment peut-on mieux appuyer les étudiants qui vont en postsecondaire? Alors, le plus grand rapport sur cette question couvre les Inuits, les Premières Nations, les Métis, les urbains, et ça a été publié l'an passé, on va le publier encore. Et le Centre des compétences futures a dit, mais de quoi vous avez besoin? En tant qu'équipe de leadership, on n'était pas certain. Donc, on s'est réunis à Vancouver et on a réussi à planifier, à collaborer intimement et à se connaître. Et une des histoires anecdotiques les plus intéressantes, c'est que depuis 2 ans, il y a 2 bureaux ISDE en Saskatchewan, là, qui sont donc qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, donc dans le nord et de la province. Et je me suis dit, ah, je vais partager leur information. Et puis quelques semaines après, on m'a dit, ce bureau-là a rencontré tel bureau. Et ça pourrait sembler être quelque chose d'un peu, donc, aléatoire, mais moi, je les voyais à mon bureau, les gens étaient tellement heureux, tellement touchés, même au bord des larmes. Et c'était parce qu'il y a une histoire qui fait qu'on n'organise pas, qu'on ne collabore pas et qu'on est divisé. Mais je crois que le Centre des compétences futures nous a permis de mieux collaborer, de mieux se rencontrer. Et en janvier, nous invitons toutes les associations de ressources humaines, donc les compétences futures, etc. Donc, et on va parler des besoins, donc en emploi les plus importants. Euh, comment parce que parfois c'est important de savoir où. Donc, on peut donc former nos étudiants pour les envoyer où et avec qui. Et alors maintenant, le script est à l'envers. On s'est dit, oh, voici une personne autochtone. Non, c'est l'inverse. Nous avons la main-d'œuvre la plus solide, la plus robuste au pays qui est en croissance et qui est là, sur place. Et le système de financement est déjà en place et puissant et remarquable. Alors, une association donc de main-d'œuvre plus puissante et qui peut montrer aux bailleurs de fonds ce que l'on fait et, et ce que DSC peut faire également. C'est ce qui va se passer. C'est formidable, Anne. Et merci de nous avoir raconté tout ça de façon si convaincante et si éclairante. Et pour les deux d'entre vous, j'entends, oui, nous avons besoin de compétences. Oui, nous devons mais il y a aussi ce tissu conjonctif, ces liens qui, que vous créez, alors, parce que c'est de cela que vous parlez, Darian, aussi, quant à le, le fait que l'on veut casser l'isolement et les cloisons. Et c'est pourquoi il y a des rencontres du G7, par exemple, parce qu'on sait que les gens doivent se rencontrer, doivent travailler. On accepte ça dans les autres domaines de la vie et c'est très important de le faire aussi pour nous, pour veiller à ce que les communautés autochtones soient au centre de ces nouvelles occasions et qu'elles soient au centre de cela. Donc, il y a quelques questions que je vois entrer, mais avant de passer aux questions de l'auditoire, il y a certaines personnes ici, je sais que j'ai vu une liste, donc concernant les organisations qui
sont là et qui sont peut-être pas autochtones et qui se disent comment est-ce qu'on peut travailler avec les groupes autochtones, comment appuyer l'entrepreneuriat, par exemple. Alors, de votre point de vue, ça a l'air de quoi un partenariat respectueux et réciproque? Quelles sont les pratiques, donc, et qu'est-ce que les institutions doivent garder à l'esprit lorsqu'ils s'engagent? Vous voulez dire pour les partenariats respectueux avec nous? Oui, je pense au travail que nous faisons, par exemple, avec le Centre des compétences futures. Et j'avais une conversation hier. La Fondation Mastercard est un de nos grands partenaires. Leur équipe d'Elevate est absolument phénoménale. Et une des joies de travailler avec eux, c'est que c'est une équipe principalement autochtone, ce qui fait une véritable différence pour nous. Alors, j'aimerais voir du côté de la philanthropie comment ça change et qu'il y a des leaders autochtones en philanthropie qui changent vraiment donc cette dynamique de pouvoir entre les bailleurs de fonds et les récipiendaires, ou comme vous voulez les appeler. Et je pense que les gens du Nord sont vraiment habitués aux des gens du Sud, et je ne vais pas insulter personne, mais les chercheurs, les gens qui viennent ici, euh, pour qu'ils puissent tenter de voir comment ils peuvent aider à résoudre les enjeux du Nord. Et je crois que les gens du Nord ont une compréhension très exacte de quels sont les défis et les solutions. L'innovation, l'innovation et la brillance qui existent ici, c'est phénoménal. Et on voit ça tous les jours avec les entrepreneurs que l'on dessert. Et un partenariat respectueux se décline en étant enraciné dans le co-apprentissage. Entrepreneur, tous les jours, on apprend en faisant. Et c'est c'est formidable lorsque nos partenaires peuvent prendre la même approche. Et c'est notre expérience avec donc le Centre des compétences futures. Et étant donné les projets, oui, de donner aux projets du Nord les ressources dont ils ont besoin. Et vous savez, l'innovation, c'est d'essayer quelque chose pour une première fois, de peut-être avoir un échec et d'essayer de nouveau. Je crois qu'il nous faut des pistes nous permettant d'essayer. Et nous devons aussi pouvoir identifier de quoi ça a l'air un impact pour nous plutôt qu'un évaluateur qui vienne évaluer ce que ça a l'air ici de l'extérieur. Je reviens à la Fondation Mastercard qui est avec nous depuis le début, mais vous saurez peut-être que cette fondation, la majorité de leur travail a été fait en Afrique dans le passé et depuis 7 ans seulement travaille-t-il avec des communautés autochtones au Canada. Il y a quelques années, 2 ans, le conseil d'administration de cette fondation est venu des gens de l'Afrique, des gens des États-Unis, et ils ont été frappés par à quel point la superficie du territoire est vaste ici et à quel point la population est limitée. Il n'y a pas les millions de personnes que l'on envoie en Afrique. Et pour quelqu'un de l'extérieur, on pourrait regarder les chiffres d'entrepreneurs et de se dire ils ont travaillé avec 50 personnes l'année passée, mais quand donc on pense à l'importance d'un entrepreneur dans une communauté de 300 personnes et les effets donc dominos que ça veut dire, c'est énorme. Et d'avoir cette compréhension qu'on va apprendre ensemble et qu'on fait confiance au fait que les gens du Nord savent de quoi ils ont besoin. J'adore ça. Alors, pas parce que je voulais que vous disiez des choses agréables à l'égard du Centre des compétences futures, mais parce qu'il y a l'intentionnalité de la conception dès le départ et c'est ce qui vous intéresse véritablement. Je vais aussi noter que notre directeur des programmes voulait que je
mentionne que nous avons un poste affiché pour donc un directeur autochtone, un responsable autochtone au CCF. Donc, Darian, est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez euh, donc dire à cet égard? Alors, nous avons invité les bailleurs de fonds lors d'une rencontre pour qu'ils entendent les travailleurs autochtones, les travailleurs de première ligne qui travaillent et sont occupés et ne sont pas là pour remplir des formulaires. Mais les bailleurs de fonds qui étaient à la table ont compris cela et on veut que donc euh, la compréhension soit là, le respect et la compréhension soient là dès le départ. Et lorsque j'ai rencontré des gens, je me suis dit, est-ce que vous voulez vraiment travailler avec des gens autochtones qui ont des idées qui pourraient être inattendues? Et tout ce qu'on mettait sur la table, ils se sont dit, on essaie. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Les choses se sont bien passées. On a 30 bailleurs de fonds maintenant qui se tournent vers nous. Et des groupes comme Best Buy, qui sont venus dans le nord du pays et les Best Buy qui étaient donc tout de suite volontaires pour faire envoyer des téléphones cellulaires, envoyer de la technologie. Il y a certaines organisations et entreprises qui font les choses mieux et qui rendent donc notre travail plus facile et qui rationalise les choses aussi pour nous. Alors, il faut vraiment comprendre quels sont les véritables besoins. Et moi, lors d'une rencontre à Vancouver, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait des gestionnaires qui faisaient, qui voulaient prendre cette formation et qui étaient intéressés aussi par la question de la santé mentale également. Et parce que ça ne faisait pas partie de leur responsabilité, mais ils s'étaient intéressés à cette question également. Alors, et nous pouvons former les étudiants et donc leur permettre d'avoir des emplois et ainsi de suite. Mais le plus nous pouvons former les leaders, les entrepreneurs, les employeurs pour que ceux-ci puissent travailler avec les étudiants. Il y a un programme qu'on a mis sur pied l'an passé où on forme un entrepreneur et un étudiant et grâce au financement, on peut donc les mettre ensemble afin d'avoir un salaire pendant 6 mois. Donc, l'employé a 6 mois d'expérience au travail et l'employeur a, a un employé pendant 6 mois et au bout du compte, idéalement, ils peuvent embaucher cette personne à temps plein. Et donc, c'est vraiment un modèle assez merveilleux à suivre. Et en isolement, ça ne fonctionne jamais, faut le dire. Alors, c'est formidable de voir de quoi ça a l'air en pratique. Nous avons les questions. Et il y a- on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. C'est un avertissement ici, mais on enverra de l'information par la suite. On tentera de répondre aux questions. Donc, post-réunion. Alors, mais j'aimerais accueillir quelques-unes de ces questions. Il y a quelques questions pour Amanda ici. Alors, une des questions qui revient, c'est quel- quel- qu'est-ce que vous pensez que le contexte unique des trois régions veut dire pour les stratégies de développement des compétences à l'échelle nationale et pour les entrepreneurs? Qu'est-ce que les programmes grand public entrepreneurs peuvent incorporer pour mieux s'orienter vers vos besoins? Et Amanda pourrait quelles autres stratégies de développement des compétences, comment est-ce que ça devrait, qu'est-ce qui devrait utiliser comme information? Eh bien, là, entre les trois régions, ce qui m'intéresse, ce qui m'a frappé, c'est les similarités et les défis que tout le monde, auxquels tout le monde fait face. Dans le sud du pays, souvent, il y a les mêmes défis, mais
Donc, il y a beaucoup qui peut être appris quant aux apprentissages précis. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de choses dans le Nord se traduisent dans le Sud, particulièrement les communautés autochtones dans le Sud également. Dina, que pensez-vous? Qu'est-ce qu'un programme d'entrepreneuriat grand public là, devrait apprendre? Je pense que plusieurs d'entre nous sont toujours en récupération et ne se rendent pas compte qu'on récupère encore suite à la COVID. Et le fardeau et la lourdeur de ce qui se passe dans le monde en général, politiquement, les injustices sociales nous touchent toujours. Je crois que de nombreux entrepreneurs maintenant recherchent des programmes qui mènent de l'avant le bien-être et donc le côté holistique des choses et qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, notre programme cohorte que nous menons chaque année de 8 à 10 entrepreneurs dans un secteur semblable et peu importe ce qu'ils font, notre objectif, c'est de répondre à leurs besoins. Un mentorat individualisé est tellement important. Pouvoir offrir aussi des soins aux enfants, des subventions, donc pour les donner, donc pour les gens dans le Nord, c'est tellement important. Et comment appuyer les entrepreneurs après leur programme d'accélération. Donc, où certains entrepreneurs dans nos réseaux ne sont là que pour lancer leur entreprise 2, 3, 4 ans après la fin du programme. Alors, comment on peut créer cette continuité? Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous occupe en ce moment. J'ai entendu parler de des plutôt que de parler des algorithmes, parlons des elder-rythmes, c'est-à-dire les rythmes des aînés, les aînés-rythmes. Et les gens appuient les programmes autochtones, mais que pas- si on pouvait apprendre ce qu'ils font, donc les aînés entrepreneurs, alors si on pouvait apprendre d'eux, parce qu'ils ont une résilience absolument incroyable que je n'ai jamais vue ailleurs. Alors, on travaille avec aussi des, euh, des institutions comme UBC et d'autres institutions euh, d'enseignement, mais je crois que ce qu'entrepreneur fait vraiment comprend vraiment la résilience, les soutiens dans l'ensemble, la mobilisation et ce que ça veut dire vraiment travailler, même avec donc tous les autres programmes possibles, mais l'entrepreneur vraiment comprend donc le rythme de l'isolement des aînés. Dans les métis, on est les gens vraiment, moi je fais partie des gens qui sont oubliés. Donc on est le peuple oublié ici. Donc si d'autres programmes peuvent faire une pause. Donc, embaucher des entrepreneurs du Nord parce que ces étudiants, donc, n'ont pas souvent une tante ou un oncle qui est riche parce que souvent, on bâtit les programmes dans le Sud en pensant qu'on va avoir quelqu'un qui va payer. Et moi, il y a tellement de choses que j'ai appris d'entrepreneurs concernant la résilience et particulièrement au cours des 4 prochaines années, on va avoir besoin de résilience. Et tout le monde en aura besoin plus que jamais. Merci, Darian, c'était merveilleux. Et je suis tellement d'accord avec ce que vous avez dit. Et j'aime donc ce fil dans notre conversation. Donc, que ce soit pas transactionnel, que ce soit relationnel, que ce soit intentionnel. Et c'est aussi, ça a aussi à faire avec, oui, l'impact économique est important. Nous voulons que les gens puissent payer pour leur logement et vivre bien, mais on se préoccupe aussi des relations sociales dans la communauté. Et je pense que vous avez raison de dire que c'est bâti dans l'ADN du travail de l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retirer de cela et les occasions qui sont disponibles également. Ça, on a commencé par cette présentation par Amanda, cette demande à l'égard des compétences. On est vraiment bien positionné
pour que les communautés autochtones soient au centre de l'effort. Et ça va exiger des investisseurs, donc décideurs, des chercheurs de tous les donc, horizons. Merci beaucoup à tout le monde. Bon, je vais conclure avec quelques mots et puis redonnerai la parole à Christian. Et je souhaite donc parler, donc vous demander avant s'il y a des commentaires de conclusion. Alors, je pense parfois qu'entrepreneur est dans une petite bulle dans le Nord parce que nos réalités sont tellement uniques. Et ça a été important pour moi et notre équipe de leadership au cours des années de sortir de notre petite bulle et de développer des relations avec des amis comme Darian et les nouvelles personnes au CCF. Et ce que j'encouragerais, c'est que davantage de gens viennent au Nord, viennent visiter et vivent un peu ici et comprennent comment l'entrepreneuriat est différent ici, que le secteur donc des affaires, que le secteur artistique est différent. Et Entrepreneur va être hôte de sa prochaine conférence d'habilitation les 25 et 26 août l'année prochaine ici à Whitehorse, au Yukon. Et on vous invite, partenaires de l'écosystème partout au Canada, de venir partager. Et Darian, on doit vous demander de venir ici également à 100%. Alors, quelqu'un a posé cette question. Donc, les universitaires, les gens qui travaillent, les chercheurs et ainsi de suite. Alors, nous avons bâti donc un des premiers cours dans le système secondaire au Canada, donc et en Alberta, à Port Credit. Donc, on a un des premiers cours d'IA. Parce qu'en tant qu'entrepreneur numérique, il faut toujours être à la fine pointe, embrasser la technologie, embrasser ce qu'il y a de mieux. Bon, nous voulons offrir un appui d'ensemble. Et parfois, les gens se disent, oui, on devrait avoir des mentors dans notre programme d'affaires, mais comme nous, on le propose depuis longtemps. Alors, on voit parfois de la peur ou de l'intimidation de ces groupes qui se disent, oh mon Dieu, ils sont vraiment bien à l'avant de nous, ou ils sont des autochtones, on n'est pas à l'aise. Alors, mettez ça de côté. Il y a des choses incroyables que l'on peut apprendre en partenariat. Et on voit ça dans les facultés d'éducation aux adultes partout au pays. Euh, je- alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est la vérité. Ils s'en préoccupent énormément. Et lorsque ces choses-là, on trouve vraiment quelque chose qui se marie de manière extraordinaire, des écosystèmes qui peuvent travailler ensemble. Il y a beaucoup qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Et moi, j'ai appris du monde universitaire, vraiment. C'est vrai que c'est une structure colonialiste importante, mais on peut quand même mettre tous les deux nos peurs de côté, notre ego de côté et y travailler ensemble. Et on travaille bien ensemble, c'est formidable. Voilà, quel commentaire de fermeture merveilleux. Merci à vous deux, merci Amanda, Dina, Darren. Christian, rapidement, c'est à vous la parole. Merci. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé avec nous. Merci à nos panélistes, nos conférencières et vous d'avoir été un auditoire formidable lors de cette conversation importante. Nous n'avons plus le temps. Nous vous encourageons à continuer ces conversations dans vos communautés et veuillez prendre un instant lorsque vous aurez terminé pour compléter notre sondage. Vous verrez, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et pour nous permettre de nous améliorer, de croître. Et on vous demande aussi de participer sur Blue Sky et ailleurs pour être dans la donc communauté, être mobilisé. Merci et on va faire le suivi avec des ressources. Merci.